Du coup, les araignées, on les met où? S, A. Si je fais un classement des animaux de compagnie et que je mets les araignées en S et le chat et le chien en A. J'espère que vous êtes en forme en ce dimanche, parce qu'on a quand même une mission pas évidente, c'est celle de classer les meilleurs animaux de compagnie. Alors, j'ai pas pu tous les mettre, il a fallu faire un choix. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup trop. Et donc le principe, c'est que on va les classer de S à D, S étant la meilleure note et D étant la pire. Et alors, grâce à la magie de l'internet, je vais pouvoir vous montrer en direct donc les animaux dont on parle, par exemple le poisson. Et alors c'est hyper artisanal, hein. Et en gros, je vais pouvoir le classer avec vous. Mettons, si le poisson, on le place en B, ça va être comme ça, et ça va évoluer au fur et à mesure. Ça a l'air très simple, hein, comme ça. Ça a l'air très simple, mais ça l'est pas, parce que l'idée, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. Et donc, être objectif, c'est pas simple parce que on a tous nos préférences. Si ça devait être fait par une seule personne, ben, ça serait peut-être un peu biaisé en fonction des expériences, etc. Je pense que c'est mieux d'avoir une décision un peu plus collégiale sur ce genre de sujet qui n'admet pas une seule bonne réponse, en fait. Même si on arrive à faire un truc qui nous a l'air bien à nous, ça sera pas une réponse définitive, c'est pas la vérité absolue, ça va quand même dépendre de nous. Team Furet, alors il y a déjà des teams. Pour faire tout ça, on va quand même s'aider de critères. Et j'en ai noté quelques-uns qui me semblent être les plus importants, que je vais vous décrire. Mais bien sûr, il y en a plein de critères. Il y en a même qui s'appliquent à certains animaux et pas d'autres, il y en a des plus importants pour d'autres, etc. Donc le premier critère que j'ai pris en compte pour ce classement, ça va être le comportement. Le comportement au sens de est-ce que c'est un animal qui est interactif, est-ce que c'est un animal qui est intéressant à regarder, avec lequel on peut engager une relation qui peut être réciproque ou pas. Le deuxième critère, ça va être l'entretien. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'entretien, par exemple, est-ce que c'est facile d'avoir cet animal à la maison? Est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de place? Est-ce que l'alimentation c'est difficile? Est-ce que le nettoyage c'est difficile? J'avais aussi envie d'intégrer le critère médical. Je sais qu'il y a des confrères et consoeurs véto ici et c'est un paramètre qui est quand même intéressant à prendre en compte quand on a un animal de compagnie. On a des animaux sur qui on peut rien faire et d'autres sur qui on peut faire plein de trucs, jusqu'à de la chimio, des choses comme ça, mais pour qui ça peut être très très cher, donc ça peut être intéressant de prendre tout ça en compte. Et ensuite, j'ai rajouté 2 critères qui sont pour moi très importants, et c'est des choses dont on parle pas trop quand il s'agit d'avoir un animal de compagnie. Il va y avoir notamment ce que j'appelle la réciprocité du bénéfice. Ça, c'est ce qui différencie vraiment ce genre de review-là, d'un review par exemple des 10 meilleurs smartphones, quoi. Là, on parle d'animaux de compagnie, donc on parle pas d'un objet, on parle d'une relation, et cette relation, il faut qu'elle soit mutuellement bénéfique, c'est-à-dire que certes on va noter selon ce que l'animal nous apporte à nous, mais il faudra aussi prendre en compte ce que nous on apporte à l'animal. On va pas simplement noter l'animal pour ce qu'il est, il va pas seulement falloir prendre en compte ce que l'animal nous offre, mais aussi ce qu'on peut lui offrir. Et par exemple, si on décide que cet animal est parfaitement inadapté à la vie en captivité, ça en fait de facto pas un très bon animal de compagnie, même s'il peut nous apporter des choses très positif. Dernier critère, c'est le critère de l'impact environnemental, qui me tient à cœur aussi, parce qu'avoir des animaux de compagnie, ça peut avoir un gros impact environnemental. Alors, on va commencer par exemple avec le poisson. J'ai commencé par le poisson parce que souvent, c'est le premier animal de compagnie qu'on a, même si c'est pas toujours une bonne chose. Mais c'est un peu parfois notre première relation avec un animal de compagnie. Je vais vous dire du coup ce que moi j'aurais pensé, ce que j'aurais apporté comme argument. Comme ça, je vous laisse un petit peu répondre dans le chat ce que vous en pensez vous, et ensuite comme ça on mettra en commun. Pour moi, les poissons, alors je suis désolée, ça va être les poissons au sens large, hein, je peux pas faire espèce par espèce, mais donc les poissons, c'est des super animaux dans le sens où c'est très reposant de regarder un poisson, ça a un côté très zen, et surtout plébiscité pour ça, pour sa beauté. Il y a plein d'espèces différentes, très très belles. Il y a quand même des comportements très intéressants à regarder chez les poissons. Il y a certains poissons qu'on peut habituer à notre contact, certains poissons qui vont venir nous voir quand on passe devant eux. Il y a quand même des choses qu'on peut faire, qu'on peut voir avec les poissons. C'est reposant, c'est relaxant, c'est de la beauté, c'est un peu de nature chez soi. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte quand même. Ce qu'on reproche par contre le plus aux poissons, c'est du coup le manque d'interaction avec cet animal qui est un peu loin de nous, dans le sens où déjà on est en général séparé par une vitre, et ensuite il est dans l'eau, donc vraiment aucun contact en général. L'entretien du poisson qui est pas toujours évident. Un aquarium, ça se nettoie, c'est un peu une galère parfois. Selon le poisson, il va nous falloir des filtres, des pompes, etc. Et je parle pour un poisson qui va être maintenu dans de bonnes conditions, pour un poisson qui va être maintenu dans un aquarium de bonne taille,
On parle pas des petits bocals en verre, là, ça c'est pour la déco, hein, c'est pas pour les poissons, avec des systèmes de pompes, de filtres, etc. Donc tout ça, ça peut être un peu contraignant à la mise en place. Oui, après c'est sûr qu'il y a des entretiens beaucoup plus simples, il y a des poissons qui ont besoin de quasiment rien, même aucun matériel, et d'autres qui vont être vraiment très compliqués avec des besoins très spécifiques, mais en gros on va faire une moyenne des poissons de compagnie, quoi. Pour moi, il y a aussi un problème avec les poissons, et c'est parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, c'est que les aquariums à déménager, c'est une tannée, vraiment. Et pour les voyages, mine de rien, c'est pas hyper facile à faire garder non plus quand on parle en vacances. Le dernier critère que j'avais relevé, c'était l'accès aux soins, qui est hyper difficile pour les poissons. Je connais un très bon veto qui fait que des poissons, mais j'en connais qu'un, quoi. Donc, quand il y a des soucis de santé avec les poissons, c'est direct un peu cata. Gérer beaucoup de paramètres avec l'eau, c'est la galère. Là, c'est vrai qu'il y a qu'à voir ce que deviennent malheureusement la plupart des poissons de compagnie, c'est-à-dire les poissons rouges, qui finissent leur vie en 2-3 ans, alors que c'est un animal qui vit 15 ans, quoi, voire 20. Ça prouve que quand même c'est pas si simple, c'est pas donné à tout le monde. Bon, sur la base de tous ces critères, alors je vais peut-être être un peu sévère, mais j'en sais rien. En fait, je pense qu'on va ajuster au fur et à mesure, parce que on va aussi comparer avec d'autres animaux. Donc qu'est-ce que vous proposez comme note? B? Ah, B, médian quand même. B ou C? B, 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 C, C, C... Bon, en vrai, moi je pense qu'on prend pas trop de risques en le mettant à C. On pourra toujours le remonter avant. Hop, C. Ça sous-entend qu'on a des animaux dans la liste qu'on trouve bien pire que les poissons. Ensuite, venons à un animal que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà eu. C'est mon cas. Un animal hyper mignon, adorable. J'ai nommé le lapin. C'est un animal qui est incroyable, qui est adorable, qui a un comportement vraiment exceptionnel, je trouve. Enfin, on peut beaucoup interagir avec lui, on peut lui apprendre des tours. Bon, après, il y a des têtes de mule, hein. Mais en moyenne, le lapin moyen est plutôt hyper agréable à vivre. Ça te force à manger des légumes, je trouve, les lapins, pour en avoir eu. Ton frigo est toujours plein de légumes. Intelligent, sensible. Si accès au jardin, ouais, c'est clair que le jardin, c'est quand même très très cool quand on a un lapin. Ça mange tous les câbles, ça mange les plantes, des petits cacaboules de partout. Alors pour les moins, justement, effectivement, l'entretien du lapin, c'est pas toujours évident. Bon, comme je disais, les légumes frais, ça peut être un frein. Ça a besoin quand même de beaucoup d'espace et aussi de sortie. Trop de stress, pas d'accès aux soins, stress peut lui être fatal. Bon, on est plutôt d'accord pour les inconvénients et pour les arguments avec les lapins. Donc en tout cas, au moins B. Est-ce qu'on met B? Est-ce que vous mettrez au-dessus? Pour moi, B, c'est quand même... Je pense que quand même, c'est pas loin d'être le plafond pour un animal qui est quand même... J'ai dit 4 fois quand même là. Qui est aussi contraignant, dans le sens où on peut pas partir facilement en vacances, ça demande quand même beaucoup d'entretien. Après, c'est vrai que ça compense par plein d'aspects, notamment l'interaction, que c'est un animal hyper mignon, etc. Vous avez l'air d'être d'accord. C'est trop chiant pour ce que c'est. Non, en vrai, c'est tellement chou les lapins. Mais c'est vrai que, pour le coup, on a eu un lapin et on l'a perdu il y a 3 ans. Tu te poses quand même la question avant d'en reprendre un. Parce que, tout d'un coup, quand t'as plus de lapin à gérer, tu te dis ah ouais, quand même, j'ai plus de temps, quoi. C ou D? Ah ouais. Neki, t'es vénère sur les lapins, quoi. Allez, on va le mettre B. C'est un peu grand, ce lapin. C'est pas grave, il va dépasser. Hop. Allez, c'est pas mal. Alors après, on a le cochon d'Inde. Pour moi, le cochon d'Inde, en termes d'arguments positifs, c'est un peu comme le lapin. C'est-à-dire que c'est un animal avec lequel on peut interagir. C'est un animal qui est affectueux, qui est hyper marrant. Le cochon d'Inde qui fait pouic-pouic, c'est juste adorable, quoi. Malgré tout, je trouve que c'est un peu plus délicat. Niveau médical, c'est encore plus difficile que le lapin. Très très difficile à soigner, en tant que veto. Et pour avoir eu l'avis d'autres vétos NAC, quand tu vois un cochon d'Inde arriver, t'es deg. Parce que tu sais que ça va être une galère, qu'il va très mal accepter les soins, que même si tu fais tout bien, des fois tu comprends juste pas ce qui se passe, ou voilà, c'est juste aller trop loin. Enfin, c'est vraiment un animal qui est pas facile à soigner. Et ça fait aussi des pathologies complètement aberrantes. Enfin, en tout cas, on ne penserait pas chez le cochon d'Inde. Et notamment, j'en pense à 2 cas que j'ai eu quand j'exerçais. Le premier, c'était une torsion d'estomac. Donc ça, en général, c'est un truc qui arrive aux gros chiens, mais là, c'est arrivé au cochon d'Inde. Ça veut dire que l'estomac se remplit, se retourne. Et là, c'est une mortalité, c'est quasi du 100%, oui, c'est du 100% sans traitement, mais c'est surtout que ça va très vite, donc c'est très difficile à gérer. Et je repense aussi à un cas de dystocie chez une cochon d'Inde, donc ça veut dire des problèmes à la mise bas. Le bassin des cochons d'Inde est assez étroit par rapport à la taille des bébés. Et il y a plein de gens qui se font avoir parce qu'ils essayent de faire des portées. Et en fait, il faut juste partir en césarienne. Et t'as pas le choix, parce que ça passe pas.
ça peut être des petits twists médicaux auxquels on pense pas forcément, qu'on voit pas chez le lapin, par exemple. Il y a aussi d'autres arguments, ça vit un peu moins longtemps que le lapin. On a compris Jess Melon, mais ouais, en vrai, je trouve que... Je sais pas si je le mettrais au même niveau que le lapin, quoi. Le cochon d'Inde, c'est un peu comme un hamster, on peut lui faire des parcours. Ouais, c'est clair, faire des interactions. D pour moi, D, ah ouais, vraiment D, quoi. C, B ou C, je vous écoute pour les notes, hein. C'est le jugement dernier des animaux. C, moi j'avoue que je l'aurais mis en C. B, C, un bon C, B, D. En vrai, je trouve que ça vaut pas le D. Plutôt C, C c'est bien. Allez, C comme cochon d'Inde. R pour rat, ouais, mais on va pas jusqu'à R. Bon, le rat. Fun infini, ça c'est clair. Le rat, c'est un animal avec qui on peut vraiment créer beaucoup de liens. Ça peut prendre des tours. Et un truc très bien avec le rat, c'est que c'est autonome. Par exemple, par rapport au lapin ou au cochon d'Inde, c'est à peu près autonome, quoi. C'est-à-dire qu'on peut le laisser 2 jours, on peut partir en week-end facilement, on met des granulés, voilà. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins chiant. Et c'est très attachant, très affectueux, ça recherche énormément le contact avec l'homme. C'est un animal qu'on dit synanthropique, ça veut dire qu'il est habitué et adapté à vivre au contact de l'humain. Ça t'apprend à faire la cuisine, ça c'est clair. Donc vraiment le rat, très très sous-coté je trouve. C'est dommage qu'il ait vraiment une image aussi négative. Il y a quand même des petits défauts au rat, c'est que ça prend de la place. Ça c'est comme le lapin, comme le cochon d'Inde, ça vit pas dans des tout petits espaces. Un rat, ça a besoin de pas mal de hauteur, donc il faut une volière. Et ça, c'est pas forcément évident d'en avoir si on a des petits espaces, des petits apparts. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la grande tragédie du rat, c'est que ça vit très peu de temps. C'est très dur en général pour les propriétaires de rats de les perdre au bout de 2 ans. Enfin vraiment, les rats, si ça vit 3 ans, c'est énorme, quoi. Le rat, c'est plus affectif qu'un lapin. B ou A. A, 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 A. Ça va, j'ai pas besoin de vous influencer, on est d'accord. A 100%. Allez, A, let's go. Hop. Bon, du coup, on peut passer au hamster. Donc le hamster, par rapport au rat, c'est un peu la même chose, je trouve. Parce que, alors, on peut apprendre moins de choses à un hamster, mais c'est quand même des animaux qui sont assez volontaires pour apprendre des petits tours, pour interagir avec nous, ils sont hyper curieux. Je trouve que c'est beaucoup plus autonome, en tout cas beaucoup plus par rapport au lapin et au cochon d'Inde. Un hamster, en fait, il va juste faire des tas de boue dans un coin. Donc on peut le laisser mais facilement 3 jours, juste bien mettre de l'eau tout le temps, mais en termes de croquettes, même s'il y en a plus dans la gamelle, tu peux être sûr qu'il y en a 10 kilos dans sa niche. Sa recherche, ça peut être pour certaines personnes un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage, c'est que ça recherche pas toujours les interactions, c'est-à-dire que quand t'as pas le temps, ben ton hamster il va pas forcément être hyper mal si tu t'en occupes pas, enfin en tout cas si tu vas pas interagir avec lui, alors que le rat, ça demande quand même énormément d'attention, ça recherche beaucoup le contact et ça a besoin de toi souvent, surtout quand ils sont seuls. Tu peux pas trop te permettre quand t'as un rat seul de le laisser sans interaction pendant quelques jours, enfin il va vraiment mal le vivre. Alors qu'un hamster, bon, c'est un animal un peu plus solitaire. Ça peut être aussi un des points noirs du hamster, c'est que bah parfois il va pas trop avoir envie d'interagir, il va aller se mettre dans un coin et on va plus le voir pendant quelques jours. Mais voilà, pour certaines personnes, encore une fois, c'est positif de pas avoir un animal qui nous sollicite autant. En termes médicaux, c'est clair qu'on peut pas faire grand chose sur le hamster, faut pas se leurrer. On est très limité avec les hamsters, tout simplement à cause du poids. Certains sont timides. Ça, c'est vrai qu'il y a certains hamsters qu'on voit pas du tout. Et il y a même des propriétaires qui te disent « Ah ben j'ai un hamster mais je le vois jamais ». Et ça, tu peux pas décider en fait. Pareil que le lapin, je pense B. Ouais. B avec le lapin. Bon, en vrai, il y a plus de B ou C. Par rapport au lapin, hamster, c'est quand même beaucoup moins de place et beaucoup moins d'embêtement au niveau de l'alimentation. Donc est-ce qu'on le met quand même avec le lapin ? En vrai, pour moi, c'est soit B, soit A. Bon, j'ai l'impression que tout le monde était plutôt B minimum, au-dessus d'un cochon d'Inde sur B. On va dire B pour le hamster. Hop. Le furet, qui est un animal de compagnie qu'on voit de moins en moins, mais qui néanmoins reste très attachant. Le furet, c'est quand même un animal extraordinaire. Surtout si on s'énerve pas quand il y a des bêtises, parce que ça fait des bêtises. Mais c'est très très drôle, les furets. C'est vraiment un animal hyper énergique, hyper actif. Ça peut être aussi un inconvénient. C'est vraiment un animal très très drôle avec qui on peut créer du lien. Un peu au même titre que le rat, par exemple. Le problème du furet, c'est l'odeur. Ça dépend du furet, mais en général, le furet en rut, mâle, c'est très très fort niveau odeur.
Donc ça peut être gênant pour certaines personnes, pour d'autres non. Ça demande quand même beaucoup plus de temps. Je pense que tous les petits mammifères qu'on a fait là jusqu'à présent, c'est un animal qui a besoin d'être sorti, stimulé tout le temps, limite comme un chien. En termes de place que ça demande aussi, c'est pas rien. Un furet, ça peut faire plein de bêtises, notamment manger tout et n'importe quoi. C'est des animaux chez qui on fait souvent des chirurgies pour obstruction digestive sur corps étranger. Ça veut dire qu'ils ont mangé une connerie et que c'est coincé dans les intestins et qu'il faut ouvrir. Et c'est une très grosse galère et ça coûte très cher. Mais même sans parler d'accidents bêtes comme ça, la furette, en fait, si on ne l'implante pas, si on les laisse avoir ses chaleurs, elle peut faire ce qu'on appelle de l'hyperoestrogénie, c'est-à-dire une surimprégnation hormonale en oestrogène qui peut être fatale pour elle, qui fait de l'adémie, qui fait plein de troubles assez importants, qui peuvent même conduire à la mort. Donc les furettes doivent absolument être implantées. Ça coûte cher, c'est à refaire souvent, donc c'est un budget. Pour les furettes à prendre en compte. Furet le goth, vous êtes vraiment aussi partagés là encore une fois sur le furet. C'est trop cool, mais en vrai c'est ingérable. Un chaton toute sa vie. C'est un très bon résumé du furet, je trouve. C'est un chaton toute sa vie, dans le sens où il faut tout le temps être derrière lui. C'est hyper mignon, mais voilà, c'est très demandeur. Et pour le coup c'est pareil, tu pars pas en vacances hyper facilement quand t'as un furet quoi. B ou C alors. Ah ouais, C, genre vraiment vous mettrez le furet avec le poisson rouge et le cochon d'Inde. B, B, B. Ouais, ça me paraît un peu plus juste B quand même. Hein. Bon, ça me paraît être B. Allez, adjugé pour le furet. Hop. Voilà. On passe, oh mon dieu, au sujet catastrophique, le chat. Aïe, 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 aïe. S. Alors bon, le chat, qu'on soit d'accord, c'est ouf. Le chat, c'est incroyable. Mais il y a des problèmes avec le chat. Et ça fait mal à dire en tant que propriétaire de chat. C'est difficile d'être objectif sur un animal que t'aimes autant, mais c'est pas tout rose. Bon, on va déjà quand même essayer de faire un peu dans l'ordre. Le chat, ça fait partie des animaux qui font partie de la famille, en fait. Je vais pas vous apprendre que le chat, genre, c'est autonome. Ça, c'est un énorme plus, je trouve, pour les chats, c'est que tu peux partir en week-end sans trop te poser de questions. C'est facile, finalement, à avoir, mais surtout, ça t'apporte beaucoup de choses. Enfin, il y a des chats qui ressentent beaucoup de choses, qui recherchent ton contact, qui ont besoin d'interagir avec toi. Tu sens que c'est un animal à qui tu peux apporter des choses. Ça, c'est aussi du fait de sa domestication qui commence à remonter un peu, mais on a un lien qui est mutuel avec le chat. Et souvent, le chat profite très très bien de sa relation avec nous. Donc ça, c'est aussi satisfaisant de voir que ton animal, il est juste bien avec toi, qu'il est content d'être là, tu vois, qu'il se couche sur toi, qu'il ronronne. Ça, c'est très agréable avec le chat. Il y a quand même... Je suis désolée, mais il faut qu'on en parle avec le chat. Des trucs qui sont, pour moi, un truc qui est catastrophique avec le chat, qui ferait que j'aurais du mal à le mettre en S, même si ça vraiment me brise le cœur, c'est qu'un chat qui a accès à l'extérieur, c'est une catastrophe environnementale. Vraiment, c'est l'animal de compagnie qui tue le plus de faune sauvage. Enfin, c'est vraiment un énorme impact. Quand on voit la quantité de chats qu'on a, c'est vraiment pour moi un gros point noir du chat. Vous allez me dire, ouais, il y a des gens aussi qui ont dit les chats d'intérieur, mais il y a pour moi un dilemme avec le chat qui est soit le restreindre dans ses mouvements et donc dans sa liberté d'explorer. Le chat, c'est vraiment un animal qui a besoin d'explorer. Le caractère du chat, c'est d'avoir un territoire assez grand. Donc soit le restreindre dans ses mouvements et donc le priver un petit peu de cette liberté-là, soit de ne pas le restreindre et de vivre avec le fait que ton chat, il va juste massacrer la faune sauvage. Si c'est un bon chasseur, mais la plupart sont bons chasseurs quand même. Dans l'impact environnemental, il y a aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, les pipettes antiparasitaires. Souvent, on a besoin de déparasiter les chats pour pas nous-mêmes avoir des puces, et ça se fait via des insecticides qui sont très rémanents, très large spectre, qui se retrouvent dans les nappes phréatiques, dans notre environnement. D'ailleurs, on parle de chat, il y en a une qui vient de monter sur la table, elle va peut-être passer devant. Elle va passer devant, effectivement. C'est un chat. Elle a besoin d'être au centre de l'attention. Donc les antiparasitaires, catastrophe, on peut pas forcément s'en passer. Il y a des chats allergiques aux puces, il y a des personnes allergiques aux puces. Ça aussi, ça rajoute à l'impact environnemental. Il y a un autre problème avec le chat, on va pas se le cacher. J'y pense parce que je la vois elle, et que elle, c'est une catastrophe. Mais la litière... gérer la litière, c'est galère, ça en fout partout, ça sent pas bon. Est-ce qu'on leur pardonne ? Oui, non. Et si on parle juste de vite fait du point de vue médical, c'est un animal sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est bien. Et ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher d'avoir un chat, surtout que ça vit 15 ans en moyenne. Donc, c'est quand même un budget à prévoir. En vrai, toute la balance, c'est de savoir, est-ce que les impacts négatifs
à quel point les aspects négatifs du chat pèsent dans la balance. Et ça, c'est difficile à répondre parce que ça dépend vraiment de nos considérations personnelles, elle me mord, hein, de nos considérations personnelles pour l'environnement. Si on est très attaché à l'environnement, ben, on va dire que le chat c'est D. Si on se dit qu'en fait, bah, pour nous l'environnement c'est pas trop important, bah, le chat ça peut être S, sans souci. Le chat c'est D, c'est une catastrophe. Finalement ton chat va être un... Bah non, elle me mordrait pas en fait. A, je dirais A. Ils sont incroyables, mais l'environnement j'y pense aussi. C'est vrai que pour avoir eu un chat en intérieur avec énormément d'enrichissement, c'est-à-dire des plateformes partout, de l'enrichissement dans la hauteur, du jeu, vraiment faire des activités avec eux, les stimuler beaucoup, pour remplacer un petit peu toutes ces interactions qu'ils peuvent avoir à l'extérieur, on peut avoir un chat tout à fait bien dans ses pompes à l'intérieur. C'est juste que ça marche pas avec tous les chats, et il y a des chats, chez qui c'est dramatique, mais tu peux tout faire, tu peux enrichir comme tu veux, ben, s'il est tout seul en intérieur, il va s'ennuyer. Et ça, tu peux pas trop le prévoir. Mais après, je suis d'accord qu'il y a des chats qui vivent très bien en intérieur, et dans ce cas-là, bah, le chat, il est S de ouf. Qu'est-ce que vous dites? A, S, B, C, D, S, solide S, B, S. Bon, en fait, je suis en train de me dire, tu n'aurais pas le chat en A, enfin, je veux dire, si on met pas le chat en S, qui est-ce qu'on va mettre en S? Je trouve que A aussi, effectivement, c'est le compromis. Il y aura rien en S. En vrai, ça peut être une bonne morale qui est rien en S. Hein. Ça peut être carrément une bonne morale. Hein. Bon, allez, va pour A. Désolée pour ce qu'on dit S, moi aussi j'ai envie de le mettre S au plus profond de moi. Mais je peux pas me défaire de tout ce côté impact environnemental, quoi. C'est trop. Et les caca dans la litière. Alors, le chien, nouvelle complication. Nouvelle complication avec le chien, parce que en termes d'interaction, on est un peu mieux que le chat même. En termes de juste ce qu'on peut faire avec. Le chien, c'est un animal qu'on peut amener à l'extérieur, qu'on peut amener partout avec nous, enfin vraiment qu'on peut intégrer beaucoup plus à notre vie au quotidien. Faut se dire que le chien, c'est un animal qu'on a domestiqué pour qu'il serve des buts précis au départ, assurer notre sécurité, chasser et nous aider. Et ça peut être des tâches aussi importantes que aider des personnes malvoyantes. Et donc ça, c'est quand même incroyable pour un animal. C'est un animal qui, bah forcément, du fait de sa domestication très ancienne, est complètement fine avec le fait d'être avec nous, et même ne jure que par nous, ce qui peut être un inconvénient. Effectivement aussi un membre de la famille. Mais comme je commence à lire là, plus contraignant et dépendant. Ça c'est clair. Il y a un truc qu'on peut pas se cacher avec le chien, c'est que ça a besoin de toi. Ça a besoin d'interaction, ça a besoin de temps avec toi, ça a besoin de sortir avec toi. Il suffit pas d'avoir un jardin avec un chien, il faut aussi lui faire découvrir le monde et interagir avec lui. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un animal qui donne beaucoup, mais qui a besoin aussi de recevoir beaucoup. Éducation aussi, ça peut prendre beaucoup de temps. Enfin, il faut se dire qu'un chien, adopter un chien, c'est limite comme avoir un enfant, quelque part. Ça va être systématiquement un animal qui a besoin de nous. Et pour lequel il va falloir qu'on soit là, tout le temps. Et c'est pas juste « Oh, j'ai la flemme cette semaine, tant pis, m'occupe pas du chien », enfin, c'est impossible. Ça, encore une fois, il y a des gens que ça dérange pas du tout, qui sont très contents de sortir avec leur chien parce que bah, justement ils peuvent prendre l'air, voir du monde, mais ça impose un rythme et une rigueur sur le propriétaire qui est intense. Le chien a besoin de plus d'entretien, c'est tout. Le chien en général c'est un gros S. Ça va être vraiment le fight chien versus chien. Ah oui, pour partir en vacances, ben en gros tu pars avec ton chien ou tu le donnes avec quelqu'un de confiance, mais je trouve que c'est quand même plus galère. Pour les transports c'est pas toujours évident, t'as des endroits qui les acceptent pas. Il faut trouver quelqu'un vraiment de confiance pour le garder. Parfois, ça fait des grosses bêtises quand tu les donnes à garder à quelqu'un. Parfois, il va être juste hyper anxieux de pas être avec toi, d'être séparé. Je pense que parmi les animaux qu'on a là, c'est peut-être le plus gros budget pour l'entretien quotidien, si t'as un gros chien. T'as un chien de 40 kilos, ça mange mais des kilos et des kilos de croquettes par semaine. Ça coûte cher. Dès qu'il y a une maladie, et ça c'était vraiment un truc très dur à faire comprendre aux gens quand je consultais, c'est que quand tu soignes un chat qui fait 4 kilos, ben ça va, les traitements c'est pas le coût principal quand tu vas chez le veto, mais quand t'as un chien de 40 kilos ou plus, de 50-60, c'est vraiment astronomique parfois les budgets que représente le simple fait d'acheter des médicaments. Quoi. Donc ça peut être un gros frein. J'ai jamais eu de chien pour ces raisons-là exactement. Pour moi, le chien, c'est trop demandant pour ce que je peux lui apporter, en tout cas aujourd'hui, avec mon rythme de vie. Comme le chat. Vous le mettez B en fait. S ou B. Tout d'accord? A ou B. Comme le chat en A. Ça aboie, ouais, c'est vrai. On l'a pas dit. Après, le chat aussi. Le chat qui sort peut être une nuisance pour les voisins. A. B. Le chien peut pas être plus bas que le chat. Ouais, je suis d'accord. Ce que le chien gagne en réciprocité, en comportement, il le perd pour moi, je trouve un peu pour moi, en niveau d'entretien énorme et en attention demandée quoi. Je pense que pour ces raisons, ça peut être justifié de le mettre A. Allez, B.
B, S. En vrai, si vous me dites toutes B et S, on le met A, c'est vite vu. Hein. Ça va être entre les deux. Hein. En vrai, j'ai du mal à vous dire S parce que t'as des chiens, c'est limite un job à temps plein de les avoir. Et si on considère pas effectivement le chien idéal dans les conditions idéales avec le propriétaire idéal, si on considère comme pour tous les autres le chien moyen avec le propriétaire moyen, il y a des situations où la captivité va être un peu mal vécue par le chien, s'il veut sortir et que le propriétaire peut pas, ou a pas envie de sortir, il pleut, etc. Enfin, il y a quand même un niveau d'exigence qui est énorme pour le chien, qui est difficile à faire coïncider avec le temps et la disponibilité des gens, en général. Allez, en plus de ça, ça pue. Bon, c'est vrai que je trouve ça pas fair de le mettre en dessous du chat, quoi. Donc on va dire A, comme le chat, vous étiez pas mal d'accord à mettre A, et sinon les autres, vous étiez entre S et B. Donc, en moyenne, on va dire A. On verra si on le remonte après. Hein. Je pense que ça serait un peu cher payé de le mettre en S et pas assez cher payé de le mettre en B, quoi. Alors, le perroquet. C'est un animal, d'ailleurs qu'on fait bien de mettre après le chien, parce que c'est un animal qui a besoin d'énormément de temps et d'attention. Ça a des compétences sociales incroyables, comme le chat et le chien, ça peut devenir un membre de la famille vraiment à part entière. C'est un animal qui est superbe, qui a un comportement fou, avec lequel on peut avoir énormément d'interactions, de réciprocité, mais je trouve ça encore plus demandant que le chien. Ça a vraiment des besoins intenses en termes d'attention, ça a besoin d'être stimulé tout le temps, ça a besoin de beaucoup d'espace, ça a besoin de sortie. Même en étant hyper expérimenté, même en faisant tout bien, il y a des cas où simplement le perroquet il sera pas bien dans ses pompes, sa peau. Ça a tellement des besoins énormes, des exigences énormes, que je trouve ça difficilement compatible avec plus le planning habituel des gens en fait. Pour bosser au contact de propriétaires d'animaux, j'ai connu peu de gens qui ont l'énergie, le temps, la disponibilité, les connaissances et les ressources pour avoir un perroquet correctement. Oui, alors pour la durée de vie, ça c'est vrai que c'est un argument plutôt positif. La durée de vie du perroquet, entre 15 et 80 ans, ultra bruyant, besoin de cage énorme, demandant hyper attention. J'aime beaucoup les perroquets, mais pour moi c'est vraiment beaucoup trop de soucis. C'est même pas une question de cage, hein. Même si t'as un perroquet qui vit en semi-liberté, ou dans une énorme volière, il a quand même des besoins énormes, quoi. Je pense que pour certaines personnes, pour certains perroquets, dans certaines conditions, c'est une idylle, et il y a plein de gens qui vivent très bien avec leur perroquet et qui vont te dire que c'est le meilleur animal du monde. Et il y a plein de gens qui vont te dire au contraire que... Enfin, moi j'ai entendu ça en clinique, hein. Ça fait un peu mal au cœur, mais j'ai entendu plein de fois, j'aurais jamais dû prendre un perroquet. Et ça fait mal, parce que justement quand c'est un animal qui vit 80 ans, on entend aussi des propriétaires de perroquets qui te disent « Bah non, en fait, faut pas prendre de perroquet. Faut pas prendre de perroquet, les gars, c'est une galère. C'est vraiment une grosse galère. » Et ça, je trouve que c'est bien de leur part, tu vois, de faire comprendre que c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je pense qu'il y a un truc qu'il faut retenir avec le perroquet, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Ça sera jamais possible de reproduire son environnement de base. Bah ça, ouais. Tu peux approcher, tu peux faire un truc très bien, tu vois, si t'as beaucoup de place, beaucoup de ressources. Mais les perroquets, ça vit dans la forêt, quoi. Et ça vole beaucoup, donc parmi tous les éleveurs de perroquets, quand il y a de gens qui peuvent faire ça, et qui ont les compétences de faire ça, et le temps de faire ça, pas énorme, quoi. Moi, je serais plutôt C ou D, quoi. D, mais c'est triste. B, C... En vrai, B, c'est trop. Hein. Pour moi, on peut pas mettre le perroquet avec le lapin, quoi. D, D, D. D, D. D, D, D. Ouais, bon, ça m'a l'air d'être D, quand même. On fera un petit bilan, et on verra s'il y en a qu'il faut qu'on remonte ou pas. Mais en tout cas, perroquet pour l'instant D. Alors... On va passer au serpent, mes amis. Le serpent, c'est cool. Le serpent, c'est cool. Déjà, c'est un animal qui est costaud. C'est très intéressant. Il y a plein de comportements que tu peux voir. Après, ça dépend aussi de l'espèce, mais c'est juste beau de voir un serpent évoluer. Et il y a aussi plein d'espèces de serpents qui sont adaptés à la vie en captivité parce que, justement, ils vont vivre chill, ils vont rester dans un coin, ils vont chasser à l'affût, ils vont juste attendre, ils vont pas trop se déplacer. Ça demande peu d'entretien. Vraiment, surtout quand il passe à côté du perroquet, forcément. Le serpent, c'est très très peu d'entretien en termes de nourrissage, même de nettoyage, quoi. C'est relativement propre un serpent. Et ça demande très peu de temps, quoi, de disponibilité. C'est un animal qu'on peut nourrir toutes les semaines en croissance, mais une fois à l'âge adulte, toutes les 2-3 semaines, il va rien se passer, quoi. Et ça, c'est quelque chose que recherchent de plus en plus de gens, c'est le fait de pas être un peu cadenassé à son animal. C'est vrai qu'on a aussi de plus en plus ce besoin, cette recherche de liberté. Ça vient forcément au détriment d'autres choses. Dans le cas du serpent, c'est vrai que c'est un animal avec qui on peut pas interagir, pas trop interagir. Le mieux qu'on puisse faire avec un serpent, en fait, c'est l'habituer à notre contact, à être OK
d'être sur nous, mais c'est pas un animal qui va rechercher notre contact. Pour moi, je mettrais en D car certains sont dangereux. Alors, bon, la dangerosité du serpent par rapport à un chien, un chat, non. Un chien, ça peut te tuer, un chat, ça peut t'envoyer à l'hosto. Un serpent, si tu prends un serpent dangereux, c'est que, t'as un certificat de capacité, t'as pas le droit de prendre un serpent dangereux sans savoir ce que c'est, sans savoir comment le manipuler, etc. Et deux, tu sais ce que tu fais, quoi. Donc pour moi, la dangerosité, c'est pas vraiment un critère. D, juste parce que je vois pas l'intérêt, ça bouge pas affectueux, etc. Bah ça, c'est vrai que il y a des gens qui recherchent la réciprocité dans le contact et dans l'affection. Et à la fois, ça fait pas tout. Comme je disais, le bénéfice mutuel est très important à considérer. C'est pas parce qu'un animal t'apporte beaucoup que c'est un bon animal de compagnie. C'est bien si l'animal t'apporte beaucoup, mais il faut aussi que lui soit bien dans ses pompes. Et certes, le serpent, ça t'apporte que de l'émerveillement, que de la contemplation, que des choses comme ça, qui sont un peu plus passives. Mais en attendant, tu peux mettre en captivité un serpent hyper bien. Je trouve que ce qu'on doit, nous, apporter à l'animal de compagnie devrait primer sur ce que l'animal de compagnie nous apporte. Et c'est un peu difficile de le voir comme ça parce qu'on a l'habitude de juger les animaux en fonction de ce qu'ils nous apportent à nous. Mais en fait, c'est tellement de responsabilité, c'est même pire que ça, c'est tellement prétentieux de se dire « Ah ben moi, en tant qu'humain, je vais être capable de m'occuper mieux d'un animal que lui-même », que quand tu prends un animal, tu peux pas négliger cette partie-là qui est énorme pour moi. Est-ce que tout simplement, l'animal va être bien avec toi, quoi. Donc le côté ah ben ça va rien faire pour moi, je comprends tout à fait ce point de vue, hein. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de cette réciprocité. Mais si on regarde le tableau avec un peu de recul, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je trouve que ça peut quand même t'apporter des choses avec un bon compromis de ce que ça t'apporte versus ce que tu lui apportes toi. En fait, il y a des gens comme moi qui prennent beaucoup de plaisir à savoir que l'animal qu'ils élèvent sont hyper bien. Même si cet animal s'encarre de toi, juste le fait de savoir que tu l'as mis hyper bien, qu'il manque de rien, qu'il va tripler son espérance de vie à l'espérance sauvage, enfin par rapport à l'espérance sauvage, c'est satisfaisant en fait. Enfin, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. C à tendance des BBB, sinon S comme serpent. C'est quoi la catégorie S? Alors la catégorie S pour l'instant c'est la catégorie où on veut mettre aucun animal parce qu'on n'a pas mis le chat. Et du coup ça ferait un scandale si on mettait un truc en haut. Non, pas S, le serpent quand même. A. Ah ouais, vous le mettez haut quand même. A. Et il y a beaucoup de A. Hein. Franchement, je suis triste de pas avoir su avant qu'on pouvait faire des sondages sur Twitch. Je le saurai pour la prochaine fois. Ah, c'est parfait, je suis d'accord, pas d'accord. Ah, on peut pas faire de sondage parce qu'il faut être affilié. Ah ok, c'est un truc de riche, les sondages. Faut que je stream un peu plus pour faire des sondages. Quel est ce chantage? Quel est ce chantage affectif? Bon, est-ce que ça vous va si on le met en B? Parce qu'il y a eu beaucoup de A, mais il y a eu beaucoup de C et beaucoup de D. Du coup... non. Ah ouais. Ou alors, on le met en B+. Genre, tu fais ça pour lui. Ouais, mais peut-être qu'on montrera le chat entre A et S, quoi. Allez, ça passe. Ça passe. Cette ladder ne ressemble à rien, effectivement. Le serpent se barre, mais écoutez, faute d'avoir de sondage précis pour cause de premier stream, ça va être ça. Tortue, cœur sur les tortues. Tortue terrestre, je limite aux tortues terrestres parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais tortue terrestre, très très bon animal, incroyable. C'est un reptile avec lequel tu peux interagir. La tortue, ça peut venir te voir. C'est un animal qui est hyper robuste, qui est très intéressant, qui est adorable, qui est très attachant, qui vit hyper longtemps. Ça aussi c'est bien avec les tortues, c'est que tu sais que tu vas l'avoir une bonne partie de ta vie. Pour moi par contre, c'est si t'as un jardin quoi. Parce que si t'as pas de jardin, ah là, la tortue, ça devient compliqué. Enfin, c'est très difficile de bien entretenir une tortue en intérieur. Mais une tortue en extérieur, c'est le bonheur, en fait. Donc tortue, pour moi, beaucoup d'avantages. Partir en week-end, c'est possible avec la tortue, ça c'est bien. Ça demande quand même beaucoup plus d'entretien que le serpent, dans le sens où t'as besoin de la nourrir tous les jours, quoi. Ou au plus tous les 2 jours, mais en général, c'est bien de la nourrir tous les jours. Et voilà, en termes de négatif sur la tortue, qu'est-ce qu'on va dire? Pas grand-chose, hein. En vrai, à part le fait qu'il faille la nourrir tous les jours, la tortue en B. J'avoue, une tortue, tu lui files un poulailler au fond du jardin, c'est top. Ça essaie de s'échapper pas mal. Ouais, mais si tu fais bien ton enclos, ça flingue le potager. Bah, en fait, oui, attention aux tondeuses. En fait, la tortue, faut la maintenir dans un petit... Enfin, faut lui faire un parc, quoi. Mais une fois que t'as fait ce petit bricolage au départ, bah... Si t'as bien fait le bricolage, ça passe. Faut avoir de l'espace, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est clair.
C'est clair que ça impose d'avoir un jardin, et du coup, c'est pas l'animal qui peut être adapté à tout le monde, quoi. Ah oui, on n'a pas parlé du médical. Alors, en vrai, c'est quand même costaud dans le sens où c'est pas comme le lapin qui va mourir dans les 48 heures si tu l'as pas pris en charge parce qu'il a mangé trop de poils, quoi. Les trucs les plus catastrophiques que tu vois chez les tortues en clinique vétérinaire, c'est des accidents, quoi. C'est des gens qui ont roulé sur leur tortue avec la tondeuse, c'est le chien qui a mangé la tortue. Ah là, tu peux rien faire, c'est clair. Mais c'est pas de la faute de la tortue, tu vois. Ni même de la médecine, enfin là, c'est juste la faute à pas de chance. A ou S, A. B ou A ou S, A sans hésiter. Pas mal de A quand même, hein. En vrai, c'est fair, je trouve. C'est avec le poisson. Non, abuse pas. Bon, mais je crois bien que c'est A, hein. Ouais, assez chien, mais en vrai, chien, grosse galère, quoi. Très chou, mais grosse galère. Tortue, très chou, pas galère du tout. Ah, c'est bien. Bon, allez, let's go. A. Oh, le serpent, il a flingué le graphique, là. En plus, il est long. Je vais faire comme ça, hein. Oh, je sais pas. Bon, allez, comme ça. Bon, alors, la poule. La poule, animal hyper drôle. La poule, c'est ouf. La poule, la captivité, pour elle, c'est nos soucis, quoi. Tant qu'elle a un poulailler, des copines, le reste de ton repas, là, qu'elle vient te taxer, elle est au top. Elle est au top de sa vie. Donc en vrai, hyper interactif. Ça peut être affectueux. Ça vient de voir. Ça pond des œufs. Comme je fais que le répéter, il n'y a pas que le bénéfice qu'on en tire nous, mais les œufs. Les œufs. Ça mange pas mal de trucs, c'est très omnivore, donc ça c'est cool. Par contre, ça mange tous les jours quand même. Ça peut paraître normal quand tu vois les animaux qu'on a fait jusqu'ici, enfin quand tu compares au chien et au chat, mais quand t'as d'autres animaux moins conventionnels qui mangent une fois toutes les 2 semaines comme le serpent, ça commence à être un inconvénient que ça mange tous les jours. Mais enfin bon, c'est pas trop contraignant non plus de les nourrir. Tu peux partir en week-end ou en vacances, tu laisses dégranuler, etc. Mais bon, la poule elle a quand même besoin un peu plus que tu sois là, quoi. Enfin, les poules, ça, faut demander à quelqu'un de passer, quoi. Vérifier que tout va bien, faut un jardin. Ouais, oui, là encore une fois, comme la tortue, hein, même délire. Poule égale jardin. Ça te flingue le sol quand même, à l'endroit. Ça tue un peu tout ce qu'il y a en dessous d'elle, ça remue tout. Mais bon, enfin, voilà, une fois que t'as le poulailler. Oula! Je sais pas si vous l'entendez hurler, mais il est très malheureux. Tranquillou, viens-moi chien. Je pense qu'on a besoin d'un arbitre pour la poule. Arbitrage poulistique du monsieur Kinou. Lui, les poules, je pense qu'il aimerait bien. Il en a jamais vu, à mon avis. À mon avis, c'est un truc qu'il aimerait bien. Les poules, c'est juste trop mignon, mais ouais, je suis d'accord. Bon, les poules, en vrai, vous trouvez ça cool ou claqué? Sur une échelle de cool à claquer. Claquer au sol, juste des œufs, elles ont un méga cerveau. Claquer, les poules, c'est trop bien. Et vous êtes vraiment partagé sur la poule, hein. Poule, c'est entre A et B comme le serpent. la catégorie B+. La poule, c'est mini A+. Ah ouais. A, S. S, ah ouais. En vrai, on va se faire défoncer par les amateurs de chat si on met la poule en S. A, S. B, C, B+. J'ai l'impression que c'est A, hein. C comme claquer. C, C, S. Ouais, S, je trouve ça forcé quand même. Je mettrais pas la poule au-dessus du chat, tu vois. Je dis pas juste ça parce qu'il y a Monsieur Kinou qui fait des bruits très mignons, hein. Une poule est intelligente, elles sont sociales et câlines, elles mangent les déchets verts et donnent de l'engrais. Tu m'as convaincu. Bon, allez, A, hein. Let's go, A. En vrai, B+, ça va faire trop de bordel. Je pense que le serpent, faudra qu'on tranche, là, parce que c'est... Ah, je sais pas, ça fait bizarre, quand même, de la mettre là. La poule en B+. La poule en B+. Passons aux choses sérieuses, mes amis, puisque nous arrivons aux arthropodes. Non, alors les arthropodes, c'est ouf, parce que ça fait partie des animaux pour lesquels c'est le plus facile de reconstituer l'environnement et de recréer des conditions de vie optimales. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on néglige, hein, mais c'est incroyable de pouvoir se dire, toi, je sais dans quel environnement tu vis, je sais que tu te déplaces quasiment jamais, je sais que tout ce que tu cherches, c'est à être planqué, à qu'il n'y ait pas de prédateurs et à manger ce qui passe devant toi, et ça, c'est juste fou de savoir que tu peux vraiment faire bien les choses et qui vont être bien, quoi. Donc on va commencer par le cloporte. Les cloportes. Plus des avantages. Ouf, les cloportes. Ça a des comportements sociaux de ouf, si tu prends le temps de les observer. Ça demande très peu d'entretien, ça peut être juste remettre des feuilles une fois toutes les 2 semaines, ça va suffire, quoi. C'est vraiment très très robuste. Ça t'apporte de l'émerveillement, au même titre que notre animal, mais avec zéro contrainte, quoi. Zéro place. Ça mange littéralement ce que tu trouves dans ton jardin ou dans la rue, des feuilles mortes, quoi. Hyper interactif parce que tu peux les voir grandir, se reproduire quand t'as des petits bébés cloportes, mais enfin, tu te sens trop fier, quoi. Tu te dis, waouh, j'ai créé un environnement dans lequel ces petits gars-là sont trop bien, et du coup, ils se reproduisent et ils sont au top, quoi. Tu peux partir en vacances, 3 semaines,
zéro souci. T'en as plusieurs générations. Là, pour le coup, la durée de vie, bon, un clopard, ça vit 2-3 ans, mais tu te prends pas trop en compte parce que tu vas avoir des générations successives, donc quand t'as des cloportes, ben t'as des cloportes, quoi. Sauf si t'as des catastrophes et que la colonie périclite pour une raison ou une autre, mais en général, t'en as assez longtemps. Explique-leur qu'ils vont pas sortir de leur boîte si l'histoire s'y crève. Ah oui, ça c'est un truc... Il y a deux idées reçues très fréquentes avec les arthropodes. C'est ils vont sortir et il y en aura partout chez moi, etc. Non. En fait, le cloport, il sort de chez toi, bah il va juste claquer dans les 24-48 heures parce qu'il a besoin d'humidité. Sauf si t'as un dégât des eaux ou que c'est dans ta salle de bain, tu vois. Et ensuite, le deuxième préjugé très fréquent, c'est ça vient de ton jardin. Non. Là, faut se dire qu'on est dans les animaux de compagnie, donc on parle d'animaux nés et élevés en captivité. Comme le serpent, il s'agissait pas d'aller prendre un serpent dans la rue, quoi. On parle vraiment d'animaux de compagnie qui sont sélectionnés, qui ont été justement choisis pour certaines caractéristiques. Ça peut être juste leur morphologie, leur beauté, leur caractère intéressant. C'est caché sous une écorce toute la journée. Alors, oui et non. T'as des espèces, c'est clair, tu les verras pas. Mais t'en as d'autres, bah en fait, elles vont être hyper actives et tu vas les voir, même en journée, elles vont se déplacer, elles vont aller charrier ils vont aller chercher de la nourriture, la ramener dans leur cachette, ils vont aller faire des combats d'antenne avec les copains. Il y a quand même de l'interaction. Enfin, je trouve même ça plus interactif que le serpent parce que le serpent, parfois, tu le vois pas bouger de plusieurs jours. Le cloport, tu vas toujours le voir bouger. Il n'y a pas de réciprocité dans les interactions. Donc ça c'est un inconvénient, c'est clair. Mais c'est vraiment pas ce qui est recherché dans l'élevage de ces animaux-là, dans l'adoption de ces animaux-là. C'est les mettre bien pour les mettre bien et prendre plaisir à mettre un animal super bien. Un autre inconvénient, c'est que si tu fais les choses bien et que ça marche bien, tu peux en avoir beaucoup. Donc voilà, il y a des petits défauts quand même. Qu'est-ce que vous pensez des cloportes? Cloportes et S, t'as dit que ça rendait instantanément cool. Bah ouais. Bah oui. En vrai, si je mets S, on va dire que je suis biaisée, tu vois. Et puis, en vrai, cloporte devant le chat, bon. S ou coup d'état? S sinon déshonneur? Bah j'avoue, S sinon déshonneur. S. S. Bon, S, mais avec la poule. Allez. De la vie collective. Honnêtement, j'ai pas vu de mauvaise note. Hein. C'est un des rares animaux pour lequel il n'y a pas de mauvaise note. Hein. Tous les animaux qui aussi vont être S. En vrai, non. Non, mais vous allez voir. Hein. Le clopard, je pense, c'est le seul arthropode que je mets en S. Ouais, je mets en S. Hop. On a enfin notre premier S. Donc le phasme. Ils sont aussi très bien adaptés à la vie en captivité, donc ça c'est cool. Bon point pour la mutualité du bénéfice. C'est facile, hyper beau, plein de trucs à voir, comportement top. Par contre, tanné pour la nourriture. Alors, c'est à moduler, hein. Moi je dis ça parce qu'on est en ville qui a du béton partout, donc trouver des végétaux à remplacer toutes les semaines pour les phasmes, c'est un peu chiant, mais j'avoue que si tu vis en campagne, ça va. Cependant, les phasmes qui mangent des ronces, faut aller ramasser des ronces. Tu te piques les doigts. Donc quand même, galère niveau entretien. Toujours pareil avec les arthropodes, hein. Je pense que je vais pas le répéter à chaque fois, mais pas de réciprocité. Faut accepter que ça soit pas le but primaire de la possession de cet animal. Ça va être à but d'émerveillement et de pédagogie, de faire rentrer la nature chez soi. Mais quand même, pour moi, en dessous du cloport quand même. Parce que le cloport, les feuilles mortes, il y en a partout. Même tu peux lui donner tes épluchures, c'est beaucoup moins compliqué qu'aller changer des ronces toutes les semaines. Quoi. Et il y a aussi un truc avec les phasmes, c'est qu'il faut les humidifier une fois par jour en général. Donc partir en vacances, pas facile non plus. Ah oui, surpopulation aussi, un peu comme le cloport, quoi. Si ça se passe bien et que t'incubes tous les œufs, tu vas avoir 200 phases. Mais bon, t'es pas obligé de tout incuber non plus. Niveau nourriture, c'est une galère, mais c'est cool sinon. A, B, C, C, B. Phase en B, c'est bien. C, A ou B. Attention, nouveau chat. Hop, elle se... Voilà, très bien. C'est parfait. B... Contrainte de l'eau tous les jours, c'est quand même pas rien. Bah ouais, je suis d'accord. Personne m'a dit C ou D, je crois, donc ça va être B sur 20. Bah allez, let's go B. Donc menthe cette fois. Menthe, très intéressant. Plein d'espèces différentes, plein de trucs à voir, comportement très cool, plutôt facile, un peu moins facile que les cloportes et les phasmes. Pour moi, le gros point noir, c'est que ça soit un prédateur. Donc c'est pas juste les mettre des végétaux une fois par semaine, là pour le coup, c'est donner des proies vivantes tous les 3 jours, quoi, à peu près. Pour les menthes qui mentent... Oula. Pour les menthes qui mangent des mouches, faut élever des mouches. Et élever des mouches, c'est pas toujours évident, quoi. Ça demande un peu d'organisation, ça se fait, hein, mais ça demande un peu d'organisation. Qu'est-ce que... Menthe trop fragile, encore plus relou que les phasmes, niveau bouffe. La chasse est intéressante, ouais, c'est vraiment un animal très très intéressant, hein. C'est vraiment superbe, le comportement est incroyable, adapté à la captivité. Donc pour moi, menthe, c'est quand même
un peu moins bien que phasme. Enfin, je sais pas, c'est plus intéressant, mais c'est plus entretien. Vous en pensez quoi? Quelle note? En B avec les phasmes, elle compense le côté relou par le côté cool. B. Ok, vous êtes plutôt B. Bon, allez, menthe B. Tac. Alors, coléoptère, on va aller très vite. Parce que coléoptère, c'est vraiment l'animal de Schrödinger. C'est-à-dire que quand t'as des cétoines, par exemple, t'as un bac de terre pendant 6 mois, avec des larves à l'intérieur, mais que tu vois jamais. Et ensuite, t'as des adultes pendant 3 mois. Alors certes, ils sont hyper beaux. C'est très impressionnant, c'est très coloré, c'est vraiment des petites merveilles de la nature. Mais la plus grande partie du temps de l'élevage de coléoptères, c'est d'avoir un bac avec 1 centimètre de substrat, quoi. J'adore ça, hein. Mais c'est un peu plus le truc du collectionneur, tu vois. Ça peut moins parler à tout le monde parce que tu vas pas les voir tout le temps, quoi. Même les adultes, quand ils sortent, quand ils sont là et quand ils sont tout beaux, ben, des fois, ils passent leur journée sur les feuilles. Quand tu parles avec des gens qui ont des cétoines, ils te disent bon, voilà, je sais pas trop combien j'en ai, puis j'ai surtout de la terre, quoi. Après, c'est très facile l'entretien. Même quelqu'un qui commence l'élevage d'arthropodes peut commencer avec des coléoptères. C'est vraiment pas difficile du tout. Donc, ça peut être un bon premier animal. Ouais, juste, c'est intéressant de voir le cycle, c'est vrai. C'est des animaux avec lesquels on peut faire un cycle entier facilement. C, je suis d'accord pour C. Entre ça, pour moi, des menthes et des phasmes, quoi. Yule. Alors, Yule, quand même, c'est cool. Un peu comme les cloportes, sauf qu'on les voit quand même un peu moins. Elles peuvent passer beaucoup de temps enterrées. C'est plus fragile. Le clopard, si tu le fais tomber, il va rien se passer. La Yule, si tu la fais tomber, t'as vraiment une chance sur 2 pour qu'elle soit morte le lendemain, quoi. Simple aussi d'entretien. Ça peut être un premier animal de compagnie sans souci. C'est plus long de développement, donc tu peux être moins pris par surprise que quand t'élèves d'autres animaux plus prolifiques comme les phasmes ou les cloportes. C'est vraiment un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je trouve ça vraiment plutôt cool, les Yules. Tu les vois beaucoup plus souvent que des coléoptères, par exemple. Tu mets un petit morceau de légumes et le lendemain, t'as plein de Yules dessus. C'est cool, les Yules, grosse diversité de taille et de couleurs aussi, ouais. Intéressant à regarder. Beaucoup trop de pas sur un animal beaucoup trop long. C'est vrai que c'est un peu l'animal de l'excès, la Yule. Après voilà, c'est comme les clopards, ça mange, c'est vraiment détritivore et ça va manger des légumes, donc c'est plutôt très facile à nourrir. C'est actif, facile, pas contraignant, interactif, costaud, plus gros qu'un cloporte, couleur de fou. Gros bémol, développement lent. Ouais, pour moi, le gros bémol, c'est surtout le fait que c'est un animal qui présente moins de comportements variés que le cloporte, par exemple. Surtout le temps dehors, les miens, ça fait 10 ans, je me lasse pas de les voir. Ça, c'est vraiment un bon retour, quoi, de savoir qu'il y a des gens qui ont des lus depuis 10 ans et qui sont toujours émerveillés de les voir. C'est vraiment top, quoi. Ça vit longtemps, ouais, c'est vrai. 3 ans, j'adore mes loulous. Conrad, merci. BBB, AA, A, A. Que ceux qui ne sont pas d'accord parlent ou se taisent à jamais. Allez, bah let's go A. Avec les poules. Araignée. Araignée. Araignée, donc. Trop chou. Comportement incroyable. Beaucoup de choses à observer. Adapté à la vie en captivité. Pas contraignant, mais même bémol que pour les menthes. Élevage de drosophiles. Ou de mouches. Tes amis viennent plus te voir à la maison. Ou alors faut pas leur dire. Le petit twist. Pareil pour les menthes, c'est difficile d'avoir un cycle entier. Hein. La reproduction, c'est pas toujours évident. Et pour le coup, c'est très prolifique. Donc, faut vraiment savoir ce que tu fais quand t'as des petits et savoir si tu vas pouvoir les placer, les adopter, quoi. Enfin, les faire adopter. Araignée égale mouche pour la plupart, relou. Migale, c'est vrai, c'est parfois un peu contraignant. Après, ça a l'avantage, les migales de vivre hyper longtemps pour un arthropode. Donc, ça peut combler ce petit défaut-là des arthropodes. C'est trop mignon, ça peut être interactif. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord qu'il y a pas mal d'avantages avec les araignées. Après, un peu difficile aussi de partir en vacances, quoi. Du coup, les araignées, on les met où? S, A. Si je fais un classement des animaux de compagnie et que je mets les araignées en S et le chat et le chien en A, je pense que je me prends une vague de haine. S, B. C'est aussi beaucoup plus relou qu'une menthe. Il y a les mêmes points positifs, négatifs. Ouais, j'avoue, en état objectif, c'est un peu comme une menthe, quoi. Entre A et S. En vrai, vous êtes vraiment fan d'araignées. Moi, j'aurais plutôt mis B, mais à vous écouter, du coup, ça va être A, hein, parce qu'il y a beaucoup de S et des AB. Même problème que la menthe. Bah, moi, je suis d'accord avec ça, tu vois, c'est un peu comme une menthe. Le B+, hein. D'après les critères objectifs, ce serait B. La fille dit c'est mignon, mais les autres, non. Ça part en B, hein. On peut pas mettre les menthes en B et les araignées en A.
Enfin, on peut s'y attacher un peu plus, mais c'est complètement arbitraire. Ce qui nous amène au dernier, les blattes. Donc là, encore une fois, on parle pas des blattes de l'extérieur, on parle pas des blattes qui peuvent survivre dans la maison, on parle de blattes tropicales, qui sont élevées en captivité pour des raisons bien précises, qui sont en général le fait qu'elles soient hyper stylées. Comme les cloportes, il y a plein d'espèces, elles sont hyper cool à observer, et pour le coup, beaucoup de comportements sociaux chez les blattes, auxquels on pense pas. Très sous-estimé, je suis d'accord, c'est vraiment très sous-coté la blatte. Hein. C'est un peu comme le rat, ça souffre d'une très mauvaise réputation, mais en fait, c'est un insecte vraiment incroyable à plein d'aspects, très différents de ce qu'on s'imagine être. Il y a des comportements de hiérarchie de maternité, enfin, il y a pas mal de choses très intéressantes à voir avec les blattes, quoi. Et pour le coup, des tritivores, bah yes, ça mange tout les blattes. T'as un truc pourri au fond de ton frigo, bah elles vont s'en régaler, quoi. Tu sais, t'as laissé moisir une courgette, là, parce que t'as voulu manger des légumes et t'as oublié de la cuisiner, et ben la blatte, elle va être trop contente. C'est adapté à la captivité de fou. Une blatte, elle a besoin de quasiment rien, quoi. Elle a besoin d'être en sécurité, de pas avoir de prédateurs, de pas se faire marcher dessus, d'avoir à manger, d'avoir du substrat, des cachettes, et basta, quoi. Vraiment zéro matériel, très facile d'entretien, accessible à tout le monde, même à des très jeunes. Ça peut voler, on est dans le noir. On est dans le noir. C'est le signe qu'il faut trancher pour les blattes. Je vous écoute, où est-ce qu'on les met? B, pas plus haut que la Fidi, je veux rien savoir. Pas plus haut que la Fidi? Mais pour moi, les espèces détritivores, elles sont... C'est plus simple, tu peux partir en vacances avec des blattes. Une Fidi, bon, faut la gérer, quoi. Et puis t'as pas un copain qui va venir s'occuper de ta Fidi, c'est difficile. Alors que la blatte, ça peut très bien se gérer tout seul, quoi. B, S, A... Ça a l'air d'être un cloporte bis en termes de critères. S, c'est comme les cloportes, un peu. En vrai, les cloportes, ils sont un peu en S, enfin, pour le gimmick, pas tout à fait, genre, ils ont un peu leur place là. Mais blatte, je pense que ça serait A, quoi. En vrai, par rapport à un phase, une menthe, une araignée, c'est tellement plus facile d'entretenir des blattes. Et tu vois beaucoup plus de comportements, tu vois beaucoup plus de choses intéressantes avec les blattes. Allez, A. Il n'y a plus de place en A. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on nomme B+, comme une catégorie à part entière? Est-ce qu'on déplace les serpents? Est-ce qu'on déplace la poule? Poule en S. A+, non. Poule en A. Bon, ça a l'air d'être unanime quand même. La poule, on l'a sous-notée. Poule en A. Et du coup, serpent en B. Bon, alors, si on fait poule en A et serpent en B, ça m'a l'air pas mal, écoutez. En vrai, je suis contente parce qu'on a réussi à utiliser des critères objectifs et qui prennent pas juste en compte la satisfaction du propriétaire, l'interactivité. Je pense que c'est des critères qui sont importants, mais qu'il faut plus mettre au centre du débat quand on parle d'animaux de compagnie. Un animal de compagnie, c'est pas juste un faire-valoir. De toute façon, faut se dire que il pourrait y avoir un tableau par personne, en fait. C'est tellement subjectif, et même si l'humanité entière est d'accord sur ce classement des animaux, ça serait toujours pas suffisant en fait, parce qu'on n'aurait pas la perspective des animaux. On sait pas assez de choses, on connaît pas toutes les composantes du bien-être animal pour ces animaux-là, donc je pense que c'est une bonne approximation pour l'instant avec les connaissances qu'on a. Mais voilà, faut aussi se dire que ça fait partie du jeu de pas savoir. Avoir un animal de compagnie, ça veut dire avoir des incertitudes. Faut accepter quand on a un animal de vivre avec ce genre de contradictions. Ça aurait très bien pu aussi pour ça être la S, la catégorie S vide, hein, parce qu'en fait, on peut pas savoir et on a beau se dire qu'on fait tout bien, ben, ça serait prétentieux de dire qu'on est ce qu'il y a de mieux pour eux, en fait. Et avoir un animal de compagnie, c'est vraiment un choix. C'est un choix qu'une personne fait dans cette relation, nous, pas eux. Ça impose de vivre avec ces contradictions. J'espère que ça vous a plu de faire ça. C'était hyper marrant. En vrai, pour moi, c'était une super première expérience. C'était hyper ambitieux. C'était hyper ambitieux de faire ça, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur parler de toutes ces comparaisons entre animaux de compagnie, entre ce qu'on pense comme acquis. On pense pour acquis que le chat et le chien, c'est un super animal de compagnie et qu'il n'y a pas mieux. Ben en fait, ça dépend quels critères tu prends en compte, quoi. Et je trouve ça intéressant de mettre ça en lumière. Ça fait un peu écho à la vidéo dont je parlais sur pourquoi le cloporte est le meilleur animal de compagnie, enfin selon les critères qu'on prend en considération.
ça remet les choses en perspective et je trouve que c'est bien de remettre les choses en perspective quand on a des animaux. C'est une vidéo qui ira peut-être sur YouTube si j'ai réussi à l'enregistrer correctement. Donc merci à tous, passez une bonne nuit, bon courage pour demain si vous bossez. Je vous dis à très bientôt et bye bye.